Voilà, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de voir que vous êtes venus pour m'écouter parler des oiseaux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Léa Wagner. Je suis assistante en neurologie. Je travaille au CHU de Liège et je suis également chercheuse dans le domaine du sommeil. Je m'intéresse à la physiologie au sens large et aujourd'hui, promis, vous échapperez à la neurologie. Par contre, mon autre passion, ce sont les oiseaux et la physiologie au sens large. Et je me préoccupe également beaucoup d'écologie et de gestion des sols. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de façon un peu plus précise, plus spécifique des oiseaux des zones humides. On commencera facilement avec quelques éléments qui vous aideront à les identifier, une proposition aussi de méthode pour les fois où vous vous retrouverez devant un oiseau dans la nature et que vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit. Ensuite, on discutera un petit peu plus de la zone humide, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'elle est importante et quels sont les dangers auxquels elle doit faire face. Et dans un dernier temps, on ira un petit peu en voyage ensemble. Je vous montrerai des exemples concrets, notamment en Camargue et dans un petit pays d'Asie centrale qui s'appelle le Kyrgyzstan. Donc tout d'abord, on commence assez facile avec l'identification. En pratique, si vous êtes quelque part à proximité d'un point d'eau, avec vos jumelles Décathlon flambant neuves et que vous rencontrez un oiseau, pas de panique. D'abord, on le regarde bien, on l'écoute bien, on utilise ses sens, on essaye de le décrire avec notre vocabulaire. Pas besoin de faire des choses très académiques, mais vraiment avoir une observation bien précise, essayer d'aiguiser un petit peu son œil. Ça viendra aussi avec le temps. Ensuite, on essaye de trouver un grand groupe au sens large auquel cet oiseau pourrait appartenir. Par exemple, est-ce que c'est un immense rapace ou est-ce que c'est un tout petit passereau ou encore est-ce que c'est un beau canard avec son bec bien plat? Ensuite, une fois qu'on a une petite idée du type d'oiseau auquel on fait face, on peut utiliser des ressources. Les vieux comme moi, ils aiment bien les livres, les guides ornithologiques, ou alors des applications sur le téléphone. Il y a Merlin, BirdNet, eBird, il y en a énormément. Et à partir de là, vous aurez tout un répertoire, une bibliothèque d'oiseaux possibles avec leur nom scientifique, la description, etc. Et il suffit de voir si ça matche avec l'oiseau que vous venez de rencontrer. Maintenant, on y est. Jumelles Décathlon sur les yeux, on est dans la nature et on vient de voir cet oiseau. Je vous laisse un petit instant pour le regarder. Essayez justement de faire ce qu'on a dit, l'observer. Essayez d'avoir peut-être une idée du groupe d'oiseaux au sens large auquel il appartient. Et ensuite, on le décrira ensemble. OK. Comme ça va vite, on va dire qu'il vient de s'envoler. Pas de chance. Maintenant, ce que je vais proposer, c'est des critères qui sont assez généralistes, mais qui regroupent toutes les parties plus importantes pour l'identification. Donc, on commence par le plus évident, la taille. Est-ce que c'est un gros bazar? Est-ce que c'est un tout petit oiseau? Son allure, sa silhouette, est-ce que c'est une petite boule de plume rondouillarde ou un volatile très élégant, très élancé? Un peu plus précisément, ensuite, on s'intéresse à la forme, à la longueur du bec, aussi s'il est épais, s'il est conique. La même chose pour les pattes. Est-ce qu'il est haut sur pattes avec des très longues pattes comme des aiguilles à tricoter ou est-ce qu'il est court sur pattes? Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ses pattes aussi? Est-ce qu'elles sont lobées, palmées? Est-ce qu'elles sont pourvues de serres puissantes pour saisir des proies? Et ensuite, on s'attarde sur les ailes et la queue. Les ailes, c'est super compliqué. Il y a plein de types de plumes différents, mais en première approche, si surtout on a un oiseau en vol, on regarde la longueur de son aile. Est-ce que c'est une aile qui est très longue et élégante ou est-ce que c'est un truc plutôt court et ramassé? Et ensuite, la forme, ça peut être par exemple pour le balbuzard pêcheur qui a des ailes très typiques en forme de M. Et ensuite, on s'intéresse aux couleurs. Évidemment, les plumes. Est-ce que c'est le carnaval de Rio avec un oiseau super coloré? Ou est-ce que c'est un de ces affreux petits passereaux brun-gris très ternes qu'on confond tous et qu'on identifie qu'avec le chant? Ensuite, couleur des yeux. Il y a des rapaces qui ont des yeux qui sont jaunes avec un regard perçant, d'autres qui ont des yeux tout ronds et tout noirs. Pareil pour le bec et pareil pour les pattes. Certains goélands se différencient que par la couleur de leurs pattes, par exemple. Donc, je trouve que c'est important, surtout vu la variation de plumage possible entre les périodes nuptiales, internuptiales, les juvéniles, les femelles, de pas se concentrer que sur la couleur d'un oiseau. Pas se dire un oiseau noir, ok, c'est un merle ou une corneille. Parce qu'il y a des variations. La femelle du merle, elle est brune, le jeune aussi. Donc bien s'intéresser à des critères morphologiques aussi. Le bec, c'est un super exemple de relation structure-fonction. Donc, ça veut dire que l'anatomie du bec d'un oiseau
Elle est adaptée à son alimentation et à toutes les autres choses qu'il peut faire avec son bec, par exemple nourrir ses juvéniles. Donc ici, on voit quelques exemples. Celui qui est tout en haut au milieu, il est court et conique, super adapté pour les graines. Celui juste à sa gauche, il est mieux pour attraper des insectes. On a même des becs croisés, comme en haut à droite. Celui-là, il est utile pour les graines de conifères. Et vous reconnaissez aussi à gauche, juste à côté du toucan, le bec du pic qui lui sert à tambouriner notamment. Ensuite, le plumage, donc on a parlé des couleurs, mais il y a aussi un petit peu une sémantique particulière dans les plumages, puisqu'on va d'abord décrire la couleur, mais vous voyez ici qu'il y a des choses un petit peu plus intéressantes, comme le fait que ce canard colvert ici, il a une tête qui est irisée. On a aussi des motifs. Ça, c'est un pluvier doré qui a un plumage moucheté. Vous voyez les petits points sur son plumage qui sont dorés. Là, on a des stries qui sont verticales chez cette grive. Donc ça, c'est une grive litorne. Donc verticale, c'est les stries. Et horizontale, comme chez cet épervier, c'est les barres. Donc plumage irisé, moucheté, strié, barré. Et le dernier que vous avez bien sûr tous reconnu au milieu des roseaux, c'est le butor. Il est très timide, donc il se cache. Ça, c'est un plumage qu'on appelle cryptique. Très pratique pour se cacher des prédateurs. Encore un tout petit peu de vocabulaire avant de passer à la suite. On commence très facile, il y a beaucoup de choses qui sont communes avec pas mal de mammifères. Donc moi, ce que je fais quand je dois décrire une anatomie de A à Z, c'est que je commence par le bec et puis je vais progressivement vers la queue. Comme ça, en regardant au fur et à mesure, je suis sûre de rien oublier. Donc bec, front, gorge, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer. Le sourcil couleur crème ici, c'est cette partie de plumage qui est au-dessus de l'œil. Nuque, ça va encore. Le manteau, c'est ce qui est juste au-dessus du dos, donc un peu plus dans le sens céphalique. Le dos est ici. Et juste en avant de la queue, on a le croupion. Si on va sur la partie ventrale de l'oiseau, une poitrine qui est ici d'une jolie couleur cuivrée, le ventre, le bas-ventre qui sont chamois. Et ici, on a les pattes. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais ceci, ce n'est pas le genou d'un oiseau, c'est son talon. Ce qui est au-dessus, c'est le tibia, et l'équivalent de la cuisse est rentré, on ne le voit pas. Mais donc ici, le talon, et toute cette partie-là, c'est le tarse. Et au bout, ce ne sont pas des mains, mais des doigts, donc avec un ongle au bout, qui est la partie qu'on appelle souvent le griffe. Donc pour l'instant, ça va. Anatomie des oiseaux, facile. Et puis ça se corse un tout petit peu. Donc si on repart dans notre sens habituel, le bec, mandibule inférieure s'appelle le gonis, mandibule supérieure le culmen. Ensuite, on va juste en arrière du bec. Entre le bec, la base qui est jaune ici, et l'œil, cette partie s'appelle les lores. Chez certains oiseaux, elle est déplumée, comme chez les aigrettes, qui est une peau jaune à la place des plumes. Ici, on a autour de l'œil des plumes assez spécifiques, assez particulières, qui sont le cercle orbitaire. Ici, au niveau du trou qui correspond à l'oreille, les parotiques. Ces plumes-là, l'équivalent de l'épaule chez nous, sont les plumes dites scapulaires. Et comme j'avais dit, les ailes, c'est super compliqué. Il y a des couvertures, des rémiges, primaires, secondaires, tertiaires, grandes couvertures, moyennes, petites. Mais on peut retenir en première approche que cette partie-là, un peu plus proximale, ce sont des couvertures. Et la partie plus longue, plus distale, avec des plumes qui apparaissent plus longues, ce sont les rémiges. C'est l'équivalent des doigts de l'oiseau. Et quand on se rapproche de la queue, sur la partie dorsale, les sus-caudales, au-dessus de la queue. Et la partie ventrale, là où il y a l'anus, ce sont les sous-caudales. Les plumes de la queue, il y en a plusieurs types, mais globalement, c'est des rectrices, comme dans direction, avec une rectrice médiane, des rectrices plutôt internes, plutôt centrales, et les rectrices externes sur les bords. Donc, si on s'intéresse à des oiseaux qu'on peut rencontrer dans les zones humides, certains d'entre vous connaissent déjà les limicoles, ce sont les petits échassiers, des oiseaux qui sont globalement hauts sur pattes avec un long bec et qui vont chasser leur nourriture dans la vase, dans le limon. Ils ont un avantage très très sympathique, c'est qu'au bord des plans d'eau, ils se ressemblent souvent en colonies, en groupe, avec d'autres espèces. Et dans ce cas, on a un outil super utile, c'est la comparaison entre les différents individus, entre les différentes espèces. Donc la taille, on disait notre premier critère, une taille relative. Hein, est-ce qu'il est plus petit que les autres? Est-ce que c'est le plus gros limicole de la bande? Pareil pour la silhouette, on peut réussir à les comparer. Si on n'est pas sûr qu'il est très grassouillet ou très longitudinal, eh bien on peut le comparer à ses voisins, les parties du corps dont on parlait. La longueur du bec, encore l'exemple de la relation structure-fonction, c'est que ici, la longueur du bec va déterminer l'endroit où il pourra se nourrir dans la zone humide.
Donc, des eaux plus profondes, c'est adapté pour un oiseau qui a un bec plus long. Donc, par exemple, un courlis, un huîtrier, eux, ils ont un bec long, donc ils peuvent accéder à la nourriture qui est en profondeur dans le sol. Alors que des petits joueurs comme les pluviers, celui qui a le bec le plus court tout à gauche, il va être inféodé à la berge, il restera au bord de l'eau, il ne pourra pas aller très en profondeur. D'autant plus qu'il n'a pas des pattes très longues, donc c'est pas accessible pour lui. Et enfin, la courbure du bec, j'insiste pas là-dessus, mais sachez que certaines espèces, comme la vocette, ont un bec courbé vers le haut. Ça les rend super faciles à identifier. Le courlis plutôt courbé vers le bas. Et maintenant, on retrouve notre oiseau. Est-ce que quelqu'un est chaud à essayer de me le décrire? Le comité. C'est vraiment pas besoin de détails, de choses précises ou spécifiques, juste qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi sa forme? Est-ce qu'il a l'air plutôt grand? La couleur? Est-ce que c'est plutôt uni? Ou des motifs comme on a dit avant? Ouais? Non, t'inquiète. Et Mhm. un bec un peu type canard, enfin, je sais Ouais, pas si c'est vraiment le terme. ouais. Il m'a l'air plutôt, plutôt gros, mais Mhm. c'est-à-dire sur le photo, avec, voilà, mais vu sa morphologie, il est assez plutôt rondouillard, Mhm. je dirais. Il a donc, il a quand même un plumage assez contrasté, donc pas assez haut en couleur, Mhm. mais avec des réserves de blanc et des bandes de noir, donc c'est pas uniquement que du orange, ou qui vire vers le rouge. Et il a donc une de ses, je dirais ses doigts, le terme que vous avez utilisé, c'est fourmis, c'est ça? Sur les ailes ou sur les doigts? Sur les doigts, c'est quoi encore le terme que vous avez Ici? employé? Non, le bout des ailes. Les ailes? Ok. Oui, des rémiges. Oui, Mhm. oui. Eh ben, on voit qu'il est foncé. Ouais. Euh, Mhm. Est-ce qu'il a un long cou? et oui, mais pas de manière trop. Enfin, c'est pas comme le héros. Ouais. Oui, mais raisonnable. Mhm. Exact. Tout à fait. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, c'est un oiseau de taille moyenne. On voit par rapport aux cailloux. Moi, je me repère toujours un peu à la végétation environnante pour voir s'il a l'air de faire 2 mètres ou pas. En termes de silhouette, plutôt rondouillard, effectivement. Un bec plat de type canard, exactement. C'est vraiment typique, ce bec plat. Et on voit pas très bien ici, mais il y a des petites lamelles pour filtrer quand il va aller se nourrir dans l'eau. Donc, un œil rond et noir. Des pattes qui sont plutôt courtes, noires et palmées. Donc, ça, c'est important pour la façon de se déplacer. Donc, lui, il sera par exemple très à l'aise dans l'eau. Il est plutôt à l'aise aussi pour se déplacer sur la terre et forcément en vol aussi. Il a la queue qui est noire. En termes de plumage, on est sur une couleur plutôt cuivrée, plutôt rouille, assez unie sur l'aile, avec une queue noire, comme on disait. Ici, je pense que la photo est un peu surexposée, mais un peu plus de clair, et une tête qui est claire avec un collier noir. Pour la petite information, c'est un Tadorne kazarka. C'est une espèce voisine du canard qui est plutôt bien représentée en Eurasie. On la retrouve jusqu'en Mongolie à peu près, et on peut en observer en Espagne, dans la partie la plus occidentale. Donc maintenant qu'on a réussi à les décrire, on a été bien précis, on va essayer de les classifier. Donc je ne fais pas un cours de taxonomie parce que c'est super long et super pénible, en plus il n'y a pas beaucoup d'images, mais on peut retenir des grands groupes qui correspondent à différentes familles d'espèces, mais que tout le monde peut comprendre. Et quand on discute entre ornithologues, on sait de quoi on parle quand on dit grand échassier. Ça, c'est typiquement le flamant rose avec son long cou, ses grandes pattes, sa silhouette verticale, ou la cigogne blanche. Les limicoles dont on a parlé, ils sont un peu plus petits, c'est des petits échassiers, souvent hauts sur pattes, et qui se nourrissent dans la vase, dans le limon. Les nageurs, bah ça c'est cygnes, oies, canards, c'est une trentaine d'espèces différentes de différentes familles qui ont une caractéristique commune d'être très à l'aise dans l'eau, de se tenir plutôt de manière horizontale. Vous avez vu le corps du tadorne, il est plus horizontal. Ensuite, on a les rapaces, ça c'est facile. Ils ont l'air d'un méchant dans un mauvais film. Un regard perçant, bec crochu, des griffes acérées et un plumage qui fait peur. C'est les rapaces. Et là, il y a les vautours, les faucons, les buses, le balbuzard et des milans et tant d'autres. Les insectivores sont des petits oiseaux
du groupe des passereaux. Ils ont un bec qui est plutôt fin et allongé. Là-dedans, on retrouve beaucoup d'oiseaux différents. Vous connaissez le rouge-gorge, la gorge bleue à miroir, etc. Une fois qu'on a un groupe, dans un groupe, il y a une ou plusieurs familles. Pareil, le but, c'est pas de refaire de la taxo, mais des familles un petit peu faciles, un petit peu évidentes, c'est celle des cigognes. La cigogne blanche et la cigogne noire sont des cigonidés. On remarque que ça se finit toujours par idée, le nom d'une famille. Il prend toujours une majuscule par ailleurs. C'est pas très intéressant de connaître toutes ces familles par cœur, mais savoir de quoi on parle. Et aussi, une fois qu'on a notre famille, garder en tête les aires de répartition. Si vous avez observé un oiseau à la Bovry, il y a peu de chances que ça soit une grue de Sibérie qu'on trouve qu'en Asie orientale ou un colibri. Mais par contre, allez plutôt dans les oiseaux de France et de Belgique et du Benelux. Prenez des guides locaux, par exemple. Ça, c'est assez important pour éviter des mauvaises identifications. Il peut y avoir un oiseau à l'autre bout du monde qui ressemble au vôtre, mais pour des raisons probabilistes, en première approche, on ne va pas trop se concentrer dessus. Donc maintenant qu'on a compris nos 5 groupes présents de manière assez importante au sein des zones humides, on les retrouve ici. J'ai pris des photos très caricaturales, comme ça c'est vraiment facile. Ici, le tout premier, il est petit par rapport au sapin, donc c'est un petit oiseau. Il a un bec long et fin. C'est le roitelet huppé. Lui, c'est un insectivore. Celui qui est horizontal, super à l'aise dans l'eau, avec son magnifique bec plat, c'est un nageur, plus précisément une sarcelle d'hiver, hein, c'est un petit canard. Ici, on se rappelle, méchant dans un mauvais film, le bec crochu, le regard qui a l'impression d'être sur le point de vous assassiner. C'est sûrement ce qu'il était en train de faire d'ailleurs. Lui, c'est le rapace. Et là, on en a deux qui sont intéressants à mettre côte à côte. Le premier, il a l'air très grand vis-à-vis de l'arbre derrière lui. Long bec, silhouette verticale, longue patte, une grande taille, un long cou. C'est la cigogne blanche, c'est un grand échassier. Et ici, j'ai pris un plus petit, c'est un petit chevalier, sûrement aboyeur, peut-être. Euh, Long bec, haut sur pattes, plus petite taille. Et lui, c'est un limicole, une petite échassier. Donc les limicoles, comme j'ai dit, on les trouve vraiment bien autour des zones humides. Souvent, ils sont présents en nombre en plus. Donc j'ai mis quelques exemples qui appartiennent à des familles différentes. La première, elle est super facile à identifier. Si vous tombez dessus, vous penserez à moi. C'est une échasse blanche, donc avec des pattes très longues et très fines, un bec très long et très fin. Le bec est toujours noir, les pattes sont toujours roses. Le corps est noir et blanc avec une tête un petit peu de peluche, un œil rouge. Le mâle, il a parfois du noir en plumage nuptial sur la tête également, une aile noire, le ventre, le bas-ventre qui sont blancs. Vraiment un oiseau assez évident. À côté, on a la barge à queue noire. Elle aussi, elle est très haute sur pattes. Elle est un peu plus costaud, on le voit déjà. L'échasse, elle est toute mince, toute longiligne, toute élancée. La barge, elle a un long bec. Elle a un gros corps. L'avant est roux. Ici, on voit qu'elle a un plumage barré sur le ventre et les flancs. Et elle a un sourcil clair. Des plus petits, ensuite, on voit qu'ils ont un bec beaucoup plus petit, donc ils se nourrissent sûrement pas au même endroit. Le petit gravelot et le grand gravelot. Ceux-là, vous pouvez assez facilement les retrouver en plumage nuptial. Un critère super simple pour les différencier, c'est que le petit gravelot, il a un cercle orbitaire bien doré et un bec noir et un petit collier noir. Le grand gravelot, patte orange, bec orange à bout noir, un grand collier noir plus large que celui du petit gravelot et un double masque noir autour des yeux et du front, alors qu'ici, il est beaucoup plus mince. On voit également que le grand gravelot en plumage nuptial est un peu plus foncé. Mais ça dépend aussi des conditions de luminosité. Je ne me fierai pas uniquement à ça. Encore quelques limicoles pour la route. Lui, c'est le plus grand limicole qu'on a en Europe. Ce gros bazar-là, c'est un courlis cendré. On l'appelle courlis, pas parce qu'il a un bec court, mais parce que son cri il ressemble au mot pourli. Il a un bec incurvé vers le bas, donc assez facile à reconnaître aussi. Des stries sur son plumage qui est globalement brunâtre, des pattes couleur chair assez ternes et de grande taille. Encore un qui est très facile, c'est l'utriépi. Un peu plus petit, lui c'est un oiseau de taille moyenne, facilement reconnaissable avec des pattes roses, il n'est pas très haut sur pattes, un bec orange à bout noir, un corps qui est plutôt noir sur le dessus et blanc sur le dessous avec une petite bavette noire, et un qui est un tout petit peu moins facile, mais pour les challengers ici, c'est le chevalier guignette, qui est un oiseau assez quelconque, hein. On le voit, il n'est pas très haut sur pattes, il a un bec moyennement long, le dessus est brun terne, le dessous est blanc, mais on voit ici qu'il a une bavette de la même couleur que son dos,
Et ça, c'est vraiment une caractéristique distinctive. Donc, si vous voyez plein de chevaliers d'une couleur un peu grise, ennuyeuse comme ça, au milieu d'une zone humide, celui qui a une bavette, c'est aussi un des plus communs d'ailleurs, c'est le chevalier guignette. Donc maintenant qu'on sait comment identifier et classer les oiseaux, je vous propose de faire un petit tour dans la zone humide. Et tout d'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est une zone humide. Donc on a commencé à s'en préoccuper il y a une cinquantaine d'années. Il y a eu une réunion dans la ville iranienne de Ramsar où les gens se sont mis autour d'une table et se sont posé la question, qu'est-ce que c'est une zone humide? C'est quoi les dangers qui se présentent pour ces zones humides? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'en préoccuper? Donc on remarque qu'ils étaient un petit peu frileux au début, hein. Donc il y a de l'eau, des fois elle est courante, des fois pas, des fois elle est douce, des fois pas. Elle peut être naturelle ou pas, elle peut être là tout le temps ou pas. Et la seule chose qu'ils ont vraiment affirmé, c'est que la profondeur, c'était moins de 6 mètres à marée basse. C'est un petit peu vague. On va essayer de préciser tout ça. Donc la première chose qui vous semble évidente, c'est qu'il y a de l'eau. Elle peut être douce, pas douce, elle peut être là tout le temps ou pas, peu importe. Le sol, par contre, lui, toujours saturé en eau, avec des nappes phréatiques qui sont jamais trop basses non plus. On y trouve également des espèces caractéristiques, donc des espèces qui apprécient l'eau et qui dépendent généralement de l'eau pour leur subsistance, qu'elle soit animale ou végétale. Et c'est super important pour des tas de choses. La régulation des crues, la recherche de nappes phréatiques dont on parlait juste avant, soutien d'étiage. L'étiage, ça correspond au débit, enfin, au niveau le plus bas d'un cours d'eau ou d'un fleuve. Donc pour que la valeur minimale ne soit pas trop minimale et qu'on ne soit pas à risque de sécheresse, l'étiage doit être suffisant. La protection des sols, donc tout ce qui est érosion, éboulement, glissement de terrain, le sol est vraiment renforcé, consolidé dans ces zones humides. L'épuration de l'eau en différents minéraux, donc j'ai cité l'azote et le phosphore, et évidemment, c'est aussi un abri pour les espèces animales et végétales, dont certaines qui sont vraiment dépendantes et leur espèce s'éteindrait si les zones humides venaient à disparaître. Et quel est l'intérêt pour les oiseaux en particulier? Bah, tout d'abord, c'est un habitat vraiment privilégié, vraiment intéressant pour les espèces en particulier spécialistes. Parce qu'un généraliste comme un pigeon, il s'en sort plutôt bien même s'il n'y a pas beaucoup d'eau à proximité. Mais des espèces plus fragiles, elles sont vraiment dépendantes de ce milieu. Donc c'est un milieu où certains vont se reproduire, ils vont nicher, ils vont élever leurs jeunes durant les premières semaines de leur vie. D'autres vont se mettre plutôt ici pour hiverner, pour trouver un abri, pour passer l'hiver, refaire leur stock énergétique avant de repartir. Et encore d'autres qui vont être là juste de passage durant la migration, s'arrêter un jour ou deux, refaire leur stock énergétique également, c'est-à-dire manger beaucoup. Et j'y viens évidemment, donc on y trouve des ressources alimentaires. Certains milieux qui sont plutôt fermés, comme les roselières denses, constituent un abri des prédateurs, notamment les rapaces, mais aussi certains rongeurs qui peuvent manger les œufs ou les poussins. Et évidemment, un immense prédateur qui est le primate de type Homo sapiens sapiens. Et évidemment, une régulation écologique entre les différentes populations. J'ai trouvé cette petite infographie assez intéressante. Donc, une vasière, c'est un exemple de zone humide où on aura, comme d'habitude, de l'eau, parfois tout le temps, parfois pas, de la vase en bordure et une végétation typique. Elle est intéressante pour les poissons, mais moi, j'y connais pas grand-chose en biologie marine, donc on parlera beaucoup plus des oiseaux. Donc, la zone de reposoir, c'est là où ils peuvent attendre en hiver ou lors d'une halte migratoire. Ils vont trouver dans différentes profondeurs du sol leur alimentation. Ici, on voit d'une manière un peu plus précise avec le biofilm de surface. On voit également donc que le sol contient différentes couches qui sont assez bien stratifiées et assez complexes, contrairement à, je sais pas moi, une immense monoculture où on a été labouré jusqu'à 1 mètre de profondeur et tout est déstructuré. En général, une zone humide n'a pas de grand intérêt d'exploitation, donc si on la laisse tranquille, on a des propriétés assez intéressantes dans le sol. Et malheureusement, si je parle aujourd'hui des zones humides, c'est pas juste pour les présenter parce que je les trouve super, c'est parce que depuis 50 ans, elles connaissent un déclin qui est pratiquement inédit depuis plusieurs milliers d'années et qui est vraiment significatif puisqu'en France, c'est jusque 2 tiers des zones humides qui ont disparu et une étendue au niveau mondial qui est 1 tiers inférieure à ce qu'on avait au début des années 70. On pourrait faire des heures et des heures de discussion sur les causes, les conséquences, mais si on veut retenir en quelques mots-clés les causes des disparitions des zones humides,
c'est d'une part l'artificialisation des sols. Quand on fait des nouvelles routes, des autoroutes, qu'on va faire un projet par un promoteur immobilier qui se dit ce serait super de mettre un Club Med ou une chaîne d'hôtels à cet endroit-là. Les espèces invasives, animales ou végétales, on y reviendra un peu plus en détail après. Les nuisances anthropiques au sens large, ça c'est tout ce que nous on cause en tant qu'êtres humains, donc les dégâts du tourisme, mais aussi certains qui ont la mauvaise idée d'allumer des feux en forêt, des choses comme ça. Également la pollution des sols, la pollution de l'eau, que ce soit par l'usage de pesticides ou par d'autres rejets de l'industrie, qu'elle soit textile, agroalimentaire, médicamenteuse, pharmaceutique. Le fait d'avoir des prélèvements excessifs d'eau, puisque c'est aussi une réserve d'eau douce et qu'on est de plus en plus nombreux à avoir besoin d'eau douce et qu'il y a une diminution des ressources avec une augmentation en parallèle de la demande, il y a une pression qu'on appelle le stress hydrique. Donc voilà pour la partie un petit peu plus sémantique, définitionnelle. Maintenant, on va partir sur le terrain à nouveau. Et cette fois-ci, je vous emmène dans le sud de la France, au niveau du delta du Rhône. Donc il y a une zone humide, la plus grande de France, qui est la Camargue. Donc elle contient énormément de types d'écosystèmes différents sur un territoire qui fait 22 fois la ville de Liège. Je ne sais plus combien ça fait en hectares, mais je m'étais amusée à le calculer. On y trouve à la fois de l'eau salée, avec des marais salants, la bordure de la mer Méditerranée et des eaux qui sont saumâtres, un petit peu intermédiaires. Ici, en bleu, vous voyez le Rhône, donc qui est l'apport d'eau douce. Il y a des marais salants, comme on disait, il y a des steppes salées qu'on appelle sansouires, il y a des roselières, il y a également des forêts ripariennes, ripisylves, donc c'est la forêt qui est adjacente à un cours d'eau. Vous voyez parfois au milieu d'un champ un petit peu morne, un amas longiligne d'arbres qui est en fait ce qui longe le cours d'eau, que les arbres aussi ils aiment bien l'eau forcément. Et donc en Camargue, on y trouve beaucoup d'espèces d'oiseaux différents. C'est vraiment un nid de biodiversité exceptionnel en France. On y trouve non seulement le héron cendré, mais aussi son petit cousin, le héron pourpré, qui est légèrement différent. On le distingue surtout par sa couleur cannelle. Vous voyez son long cou, son long bec, sa petite crête punk et ses aigrettes qui tombent ici sur la poitrine. Donc, c'est un oiseau qui aime bien les poissons, les petits invertébrés, les mollusques. Il se nourrit dans les eaux douces. Donc, il a besoin d'eau douce déjà. Son habitat favori pour nicher à l'abri des prédateurs, c'est les roselières. Mais pas la petite roselière du plan d'eau au fin fond de la Bovry. Une roselière dense où il peut se cacher des busards, des buses, de tous les prédateurs. Et il est avec nous en été jusqu'en septembre-octobre. Après, il repart en Afrique subsaharienne et on le revoit au printemps suivant pour qu'il niche à nouveau si tout va bien. C'est également une espèce protégée et qui est plutôt bien monitorée en Camargue. Donc la roselière où va nicher le héron, c'est un habitat qui est un abri, un lieu de reproduction pour beaucoup d'autres espèces également. Il y a les butors, mais pas que. Il y a beaucoup de passereaux aussi, la rousserolet farvate notamment, qui est un petit insectivore qui va aller nicher là-bas. Et malheureusement, les roselières aussi, elles sont en déclin. Donc, il y a plusieurs causes. On peut retenir au sens large que c'est une gestion de l'eau qui va influencer la densité et la surface d'une roselière et donc le nombre d'habitats pour les oiseaux qui nichent là-bas. Donc, les facteurs naturels d'abord, c'est le débit du fleuve, hein, c'est pas le même d'une année sur l'autre, indépendamment de tout ce qu'on peut y faire. Le fait qu'il y ait plus ou moins de pluie, le fait qu'il y ait plus ou moins d'évaporation liée à la chaleur, à la température ambiante, et aussi l'intrusion d'eau salée depuis la Méditerranée et les marais salants. Les facteurs dont nous sommes responsables, c'est la gestion hydraulique par les ouvrages, les écluses, les digues, qui vont être utilisés entre autres pour l'agriculture. Donc, dans les activités agricoles, on a la riziculture qui est une grande consommatrice d'eau douce, et vous connaissez peut-être le riz de Camargue, c'est une spécialité locale. Les marais salants qui vont augmenter la salinité de l'eau, et pas d'eau douce, c'est pas de roselière. Donc, une perte d'eau douce à la faveur de l'eau salée, c'est pas bon signe non plus. La gestion écologique, c'est un point qui est plutôt positif. Ça, c'est le parc naturel régional de Camargue et ses acteurs plus locaux qui vont essayer de changer les niveaux pour alterner entre eau douce et eau salée en fonction des besoins et en ayant en tête la reproduction des flamants roses, des hérons, etc. Et évidemment, comme tout le monde, il est soumis au changement climatique. Donc, le montée du niveau de la Méditerranée, la hausse des températures qui aura aussi une influence sur l'évaporation.
Et dans une roselière, on peut aussi être embêté par des espèces invasives. On en parlait tout à l'heure, c'est un grand facteur de diminution de l'étendue des zones humides. C'est l'introduction d'une espèce exotique. Donc j'ai encore repris une petite définition. Donc c'est une espèce qui vient pas de chez nous, elle peut venir d'Amérique du Nord, du Sud, d'Asie du Sud-Est. Souvent on la ramène pour faire une décoration parce que ça fait joli sur un plan d'eau ou sur un bassin. Et au final, on se rend compte qu'elle prolifère parce qu'elle se plaît extrêmement bien dans notre milieu. Elle n'a pas de prédateur naturel parce que c'est pas une espèce native et qu'elle a certaines propriétés de résistance. Et donc on se retrouve bien embêté parce qu'elle va remplacer les espèces natives, entrer en compétition avec elles pour la nourriture, parfois commettre de la prédation, donc dévorer des espèces natives notamment. Ça peut être soit végétal, soit animal. Vous connaissez sans doute ces deux-là qu'on trouve partout dans le parc de la Beauvry. Exemple typique, l'ouette d'Égypte, la bernache du Canada. C'est deux oiseaux qui sont importés, qui ne viennent pas du paléarctique occidental, donc qui est une autre zone générale pour tout ce qui est ornithologique. Donc elle vient d'Amérique du Nord, elle vient d'Afrique. Et elles se plaisent très très bien chez nous et je suis sûre que vous avez déjà été poursuivi par une de ces deux sales bêtes, donc vous savez très bien de quoi je parle quand je dis invasif. Et donc, on a aussi des exemples végétaux. Donc, le baccharis, c'est un petit arbuste qu'on trouve notamment en Camargue. À la base, on l'avait ramené pour faire les décorations sur les bords des routes, sur les plans d'eau. Et bah, comme les autres, il a très bien proliféré. Et maintenant, on le retrouve dans les roselières où il peut remplacer le roseau. Il va homogénéiser le milieu, donc le faire perdre en biodiversité. C'est comme si on partait d'une friche avec beaucoup de variétés entre les espèces à une grosse monoculture de céréales. C'est un petit peu ça qui va causer sur les milieux. Il augmente le risque d'incendie parce que le feu se propage très bien d'un arbuste à l'autre. Et on a également la jussie. Elle, c'est une petite plante aquatique qui donne des jolies fleurs jaunes. Et elle va faire comme les nénuphars. Elle va se mettre à la surface de l'eau, sur un étang, sur un plan d'eau. Et elle va augmenter, augmenter, augmenter en taille jusqu'à ce que le plan d'eau soit complètement obscurci et que le soleil n'y passe plus. Donc plus de photosynthèse, c'est-à-dire plus d'oxygène pour les espèces aquatiques. On a aussi les écrevisses. Elles, j'ai même pas fait de texte parce qu'elles font vraiment la totale. Je pense que sur toutes les nuisances qu'elles peuvent apporter, l'écrevisse de Louisiane et l'écrevisse de Californie, qui étaient à la base amenées pour la aquaculture, elles ont tout fait. Elles font de la prédation sur les espèces natives, elles rentrent en compétition pour la nourriture, elles augmentent la biomasse, ce sont des vraies crasses. Donc voici l'illustration. Je suis désolée pour celle-ci, j'ai vraiment pas pu m'en empêcher, mais je la trouvais plus sympa qu'une vraie écrevisse. Donc au milieu, vous trouvez l'arbuste dont on parlait, et ici, c'est la jussie. Donc vous voyez avec ces petites fleurs jaunes, ça a l'air joli comme ça, mais on voit bien qu'elles prennent une place significative dans l'environnement. Ici, on voit la roselière en fond. Et donc ça pose un véritable problème pour ces zones humides, notamment en Camargue. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'exposé. On va laisser le héron pourpré nicher tranquillement et on va se diriger en Asie centrale. Et je vais faire un petit test avec vous. Est-ce que quelqu'un peut prendre le pointeur laser et me placer le Kyrgyzstan sur la carte? Ok. Il est grand là, mais il n'est pas long. Un tout petit peu plus à droite, tu vois le turquoise là? Ouais, t'as un point d'eau en dessous qui est bleu. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est en plein milieu du Kyrgyzstan. C'est un petit pays, donc c'est pas facile, mais c'est des choses très très très. Franchement, oui. Donc le Kyrgyzstan, comme vous l'avez vu, c'est en plein milieu de l'Asie. Donc ici, ce que je montrais là, le petit point bleu foncé, c'est le lac d'Issyk-Kul. C'est la plus grande mer intérieure du Kyrgyzstan. On dit mer intérieure parce qu'il est vraiment grand par rapport à la taille du pays, mais c'est bien un lac endoréique. Endoréique, ça veut dire qu'il ne va pas se déverser ensuite dans la mer, donc il va rester au milieu des terres. Et pour quelques petits repères, ici, ce truc jaune un petit peu plat, c'est le désert du Xinjiang, c'est en Chine, juste à côté. Et vous voyez ici qu'il y a une chaîne de montagnes, on voit qu'il y a un petit peu de relief. Ce sont les montagnes du Tian Shan, qu'on appelle les monts célestes, du coup, en français. Et ici, au-dessus, c'est le sud du Kazakhstan, avec le grand lac à proximité d'Almaty. Et là, ce que vous distinguez à peine, c'est ce qui était la mer d'Aral.
autrefois, puisque maintenant, il n'en reste plus que 2 petits lacs qui sont eux-mêmes en voie de disparition. Donc le Kirghizistan, qu'est-ce que c'est? C'est une petite république d'ex-URSS dont la capitale s'appelle Bichkek, contient un petit peu moins d'habitants que la Belgique. On n'y parle vraiment pas l'anglais, mais vraiment pas. On y parle beaucoup le russe, surtout pour les affaires, et on y parle le kirghize, qui est la langue initiale du pays avant l'URSS. C'est une langue turcique qui ressemble un petit peu au turc. C'est un pays où il y a encore énormément d'influence du monde agricole, puisque un quart de la population pratique le pastoralisme, et ils vont être souvent des nomades. C'est-à-dire qu'au printemps, ils font la transhumance, ils prennent leur bétail, ils s'installent en montagne, le pays est quasiment que de la montagne, ils passent l'été là-bas, ils ont les prairies herbeuses bien fraîches pour le troupeau, et ils redescendent en ville faire leur travail en automne. Et ce qui est intéressant avec cette pratique, c'est que, en fait, ils ont pratiquement pas le choix parce que je pense que 90% du pays est de montagne, dont un tiers qui est à plus de 3500 mètres d'altitude. Donc, en termes de milieu écologique, on va y trouver forcément beaucoup de montagnes rocheuses, des glaciers, parfois à plus de 7500 mètres d'altitude. Je pense au pic Lénine, si je me souviens bien. Il y a des steppes, des déserts, c'est un peu plus rare, des prairies herbeuses, et vous voyez que je parle pas beaucoup de forêt. C'est à peu près 7% du territoire, la forêt, donc il n'y a pas énormément d'arbres là-bas. C'est un milieu qui est souvent assez désertique, avec des plantes qui sont toutes sèches, et les zones humides, elles sont souvent adjacentes aux fleuves. Donc ici, la rivière Narine, qui donnera le Sir-Daria, un des 2 fleuves qui irriguaient la mer d'Aral. Autour de la rivière Narine, il y aura forcément des forêts ripariennes, les ripisylves dont on parlait juste avant. On va trouver donc au niveau des prairies herbeuses aussi certains plans d'eau. Les 2 grands lacs ici, Koul et Songkoul, avec des plus petits lacs comme Chatirkoul. Lui, il est super chouette pour les ornithologues parce que c'est le lieu de la seule colonie d'oies à tête barrée d'Asie centrale. Donc, c'est des très jolis oies qu'on trouve aussi en Europe. Et la seule colonie, elle est vraiment là au lac de Chatirkoul. Et c'est un endroit assez exemplaire en termes de préservation de la biodiversité parce qu'on a juste pratiquement pas le droit d'y aller en fait. Donc forcément, s'il n'y a personne, pas de chasse, pas de nuisances liées au tourisme, on touche pas trop à l'eau du lac Chatirkoul et tout va plutôt bien pour les oies. Et si vous vous rappelez du canard orange que j'ai montré tout à l'heure, le tadorne de Kazarka, alors en fait, j'en ai vu, je pense, facilement 10 000 en une seule journée là-bas. Donc c'est aussi un immense refuge pour les tadornes Kazarka. Et quand je dis que j'y étais, c'est vrai que j'ai oublié d'introduire ceci, mais je suis partie en juin-juillet 2024 au Kyrgyzstan avec, voilà, j'avance un petit peu, avec 2 personnes de la plus grande qualité. Jérémy, qui est un ornithologue, ancien journaliste indépendant, et Katie, qui est une spécialiste des politiques environnementales. Ils vivent tous les deux à Bishkek depuis pas mal d'années et ils ont fondé une association qui s'appelle Ornithologia et qui a beaucoup, beaucoup de projets intéressants dont on parlera un tout petit peu après. Et je voulais faire aussi un petit aparté folklorique concernant le Kyrgyzstan. Vous avez peut-être jamais vu ces choses-là, mais elles ont un impact culturel très important en Asie centrale et je voulais leur rendre hommage. Donc ces petites boules, c'est le kourout. On le fait à partir de lait de vache caillé et séché. C'est très important pour les nomades qui n'ont pas forcément un accès à l'eau douce régulier. Comme j'ai expliqué, le pays est plutôt sec. Et donc, ils n'ont pas grand-chose parfois à manger en hiver. Et ils ont inventé ces petites boulettes qui sont extrêmement salées. Et le koumous, alors on l'appelle ayrag en Mongolie, c'est du lait de jument fermenté. Pour ceux qui connaissent le kombucha, ça goûte un petit peu comme ça, mais pas tout à fait. Et la particularité de quasiment toutes les recettes au Kyrgyzstan, c'est qu'elles sont interdites aux estomacs fragiles. C'est vraiment, vraiment intense parfois. Donc le kourout, comme je disais, petite boule de lait fermenté, et contient environ 200 grammes de sel pour 100 grammes de kourout, minimum. Le koumous, lui, il a une influence que je comparerais à celle de la bière en Belgique, rien que ça. Donc depuis de très nombreux siècles, ça a été l'alcool phare en Asie centrale. Et à la cour de Gengis Khan, par exemple, et de ses descendants, c'était vraiment ce qu'on buvait de façon privilégiée pour se la coller. Donc le koumous, lait de jument fermenté, parce qu'on n'avait pas de bière, on n'avait pas de vin, et il fallait bien vivre. Donc, pour revenir à mon voyage où j'ai pu découvrir justement ces 2 mets parmi les plus délicats, on a aussi et surtout été à la recherche des oiseaux locaux. On a pu en observer plus de 170 espèces différentes,
dont certaines qui sont en danger critique d'extinction et d'autres menacées au sens large. Et comme j'ai dit, ce sont des milieux qui sont relativement préservés. On s'améliore de ce côté-là, mais il y a quand même, comme dans beaucoup de pays du Sud global, une soumission à des changements, au dérèglement climatique qui sont vraiment, vraiment plus frappantes, plus spectaculaires encore que chez nous. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je voulais vous montrer quelques milieux qu'on peut rencontrer au Kyrgyzstan. Donc, vous voyez un fond avec une montagne où il n'y a pas beaucoup d'arbres. On voit que c'est quand même assez haut, on est bien en altitude, un petit peu de prairie. Et ici, ce que vous voyez, c'est la fameuse forêt ripisylve. Donc ici, il y a le cours d'eau au milieu et les arbres qui se mettent autour. Et vous voyez que c'est le seul endroit qui contient des arbres. À l'avant-plan, encore de la montagne, des cailloux, un tout petit peu de végétation. Ça, c'est exactement le même style, mais sans les arbres, encore cette fois. Et ici, on le voit pas très très bien, mais il y avait un tout petit étang. Et ça, c'est un autre type de milieu. Ici, on est à plus de 3500 mètres d'altitude. On est en aval du lac Kelsou. Donc, il fait froid. Il fait, il fait très froid. On a un petit peu de mal à respirer à partir de 3500 mètres. Et on y trouve ce petit lac dans un paysage pratiquement alpin. Et ici, c'est un milieu qui est assez intéressant, notamment pour le bec d'ibis tibétain, qui est un oiseau dont on n'a pas énormément de données chiffrées concernant sa population, mais on sait qu'il est en déclin. Et on sait que c'est à tel point qu'on a du mal à le compter, qu'il est plutôt en dizaines qu'en centaines au Kyrgyzstan actuellement. Je vous le montrerai un petit peu après, il est très mignon. Donc, ici, c'est le lac de Shatirkul dont je parlais un petit peu avant, avec les montagnes du Tian Shan derrière. C'est la frontière avec la Chine, qui est une zone absolument démilitarisée. Et comme dans toutes les zones interdites, il y a de la biodiversité qui s'y installe. Et à l'avant-plan, on voit donc le lac de Shatirkul. Comme par hasard, j'ai évidemment pris la seule photo, il n'y avait pas d'oiseaux dessus. Et encore d'autres paysages bucoliques. Ici, on voit la steppe, avec des prairies qui ont été bien, bien broutées et tondues, et qui sont même un petit peu trop uniformes à mon goût. Encore une fois, le Tian Shan derrière. Là, on est juste avant le lac de Kelso. Et ici, vraiment quelque chose de bien herbeux, idéal pour les troupeaux. Et comme à chaque fois, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Le Kyrgyzstan, c'est aussi des infrastructures de pointe. Ça, c'était la passe de montagne au sud de la capitale, avec les petits villages toujours très en montagne. Ici, c'est écrit en cyrillique, forcément. Et maintenant, la raison pour laquelle vous êtes là, les oiseaux. Donc, si vous vous rappelez des groupes, on avait commencé par parler des petits insectivores qui ont un bec fin, idéal pour attraper les insectes. Ici à gauche, on a la bergeronnette des ruisseaux. Celle-là, on peut la trouver à Liège. J'en ai vu une à la Beauvry il y a même pas 2 semaines. Donc, des caractéristiques intéressantes. Donc, c'est un corps qui est plutôt jaune sur la partie ventrale et brun-gris sur la partie dorsale. Elle a une longue queue. Et en anglais, bergeronnette, ça se dit wagtail, donc remue la queue, parce que quand elle se pose, elle va avoir ces petits mouvements, ces petits hochements de queue, comme si elle était contente. Je sais pas du tout si elle est contente de se poser, à vrai dire, mais j'aime bien l'imaginer. Donc, bergeronnette des ruisseaux. Et ici à droite, encore une espèce qu'on peut trouver en Belgique aussi bien qu'au Kyrgyzstan, c'est la bergeronnette grise. Celle-là, vous l'avez peut-être déjà vue. Donc, même morphologie, parce que même famille que la bergeronnette des ruisseaux, elle a aussi une longue queue par rapport au reste du corps. Vous voyez qu'elle se distingue très bien. Donc, des petites pattes noires, un corps qui est globalement gris, blanc et noir, une queue noire avec un dessous blanc. Elle a un petit masque blanc sur une tête noire. Je trouve que c'est la façon la plus caractéristique de la reconnaître. Ça et son comportement, du coup, elle remue également la queue quand elle se pose. Après les insectivores, quelques limicoles. Celle-là, est-ce que quelqu'un se rappelle de son nom? Ouais, les chasses blanches, exactement. Donc ça, c'est encore un oiseau qu'on peut trouver en Belgique, en France ou au Kyrgyzstan. Ça rentre à nouveau dans cette notion de paléarctique occidental que j'expliquais très très brièvement, mais globalement, c'est une zone qui va jusqu'au milieu de l'Asie, qui comprend l'Europe, avec la Russie, l'Europe de l'Ouest, du Sud, etc., où on aura des populations d'oiseaux avec des caractéristiques phylogénétiques similaires. Et ici à gauche, notre fameux bec d'ibis tibétain. Je le trouve extrêmement mignon. Et en fait, c'est aussi un oiseau qui a un bec courbé vers le bas, comme le courlis qu'on avait vu tout à l'heure.
Et si on dit bec d'ibis, bah, c'est qu'il y a aussi un oiseau qui s'appelle l'ibis qui a la même forme de bec. Mais je pense que c'est lui qui l'a piqué à l'ibis et pas l'inverse. Donc un bec rouge foncé, l'avant de la tête qui est noir, l'arrière plutôt gris jusqu'au col, une petite bavette, un collier noir, dessous blanc, dessus gris. Et il a une caractéristique très intéressante que j'ai voulu mettre en évidence ici, c'est que quand il se sent en danger ou qu'il veut se mettre à l'abri d'un prédateur, il va pas s'enfuir en courant, il vole pas très vite, il peut pas faire ce genre de choses. Lui, il va juste se poser et il aura exactement la même couleur que les pierres environnantes. Et je peux vous assurer que quand vous êtes sur un affût à 3500 mètres d'altitude, au bord de la rivière que j'ai montré avant, et qu'il y a enfin une pierre qui bouge au bout de 4 heures, vous êtes content. Et ce bec d'ibis m'a énormément régalé, donc je voulais aussi lui rendre hommage, parce qu'on a fait une randonnée de 10 kilomètres au fin fond de la montagne, et quand on l'a enfin trouvé, je pense que ça a remplacé toutes les cellules qui sont parties de mes muscles au cours de cette journée. Et je voulais aussi vous sensibiliser au fait que j'ai montré quelques exemples d'oiseaux présents dans les zones humides, mais qu'il y a d'autres groupes. Évidemment, il y a d'autres familles, mais il y a aussi d'autres groupes. Et je voulais vous montrer les carnivores. Donc, ils ont l'air mignons vus comme ça, mais en fait, ce sont des pies grièches. C'est pas exactement les mêmes que ce qu'on a en France, mais on en a aussi en France, en Belgique, des pies grièches grises, à tête rousse, etc. Et celle-ci, c'est un juvénile. Donc, c'est un tout petit, on le reconnaît parce qu'il a une grosse tête proportionnellement au corps, un plumage un peu plus fluffy. Il a aussi un gros bec. Ça, c'est un intérêt évolutif évident, c'est que s'il ouvre grand la bouche, on ne voit que son gros bec jaune et le parent sera incité à aller y déposer de la nourriture. Et ici à gauche, je pense que c'est la pie-grièche à la poitrine rose. Et donc, on dit carnivore parce qu'ils vont se nourrir notamment d'insectes et ils ont une technique un petit peu barbare, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des pointes, que ce soit des ronces ou même des barbelés créés par l'humain, et ils vont en faire ce qu'on appelle des lardoirs. Ils vont aller empaler leur nourriture pour s'y faire un petit garde-manger, une petite réserve, puis ils reviennent sur leur barbelé, puis ils prennent les insectes de la veille ou de l'avant-veille. Je ne sais pas s'ils ont encore fait comme pour les fromages, un système de maturation où ils prennent du plus vieux au plus récent, mais ça m'étonnerait qu'à moitié. Et lui, c'est un granivore. Donc on avait vu dans les becs qu'il y en avait un qui avait un petit bec court et conique. Ben, c'est lui, par exemple, le serin à front d'or. Et lui, en fait, je voulais le montrer, non pas parce qu'il est très mignon, même si c'est le cas, il est avec ses petites plantes de type Edelweiss, c'est parce que nous étions dans une vallée, en haute montagne, quand j'ai pris cette photo. Et il y avait une sapinière juste en amont, donc un tout petit peu plus haut. J'étais avec mon gros appareil photo. J'étais un peu moins au bout de ma vie que pour le bec d'ibis, mais c'était pas très loin. Et en fait, juste après que j'ai pris cette photo, je me retourne et je me mets contre un sapin et je commence à entendre, mais la horde, vraiment des bruits de sabots qui n'en finissent pas. Et je me dis, ok, ça y est, je vais mourir, c'est la fin. Adieu ma mère, je savais que j'aurais pas dû aller au Kyrgyzstan. Et là, je commence à voir des chevaux qui dévalent de tout en haut. Il y en a 20, 30. Et je me dis, ok, je me plaque contre un arbre, contre un sapin, et j'essaye de me dire, bon, c'est pas grave, ils vont pas renverser l'arbre, ils sont pas bêtes, les chevaux. Et puis ça continue de dévaler, et ils sont autour, à gauche, à droite, partout autour de moi. Et là, il y a le cavalier qui arrive, qui leur crie un truc en kirghize, qui ne les fait pas vraiment s'arrêter, mais au moins ils sont en bas. Je veux dire, s'ils remontent, ils auront plus de mal à me renverser, alors que s'ils descendent, pas terrible. Et le cavalier commence à dire quelque chose à Jérémy, donc mon collègue ornithologue, et il continue de parler en russe. Bon, c'est pas assez du kirghizo-russe, moi j'ai rien compris à la vie à ce moment-là. Et il se retourne vers moi et il dit, bah, écoute, le monsieur, il voudrait savoir si tu es chaud qu'on aille boire du koumous dans sa yourte. Donc la yourte, c'est la petite maison que j'ai montrée avant. Et effectivement, monsieur étant nomade, il a pris ses chevaux, ses poules, son cochon, ses fils, son chien et ses plants de tomates et il s'est installé en haut de la montagne. Et il a pris sa petite yourte qu'il a installée pour l'été et l'automne. Donc moi, toujours friande de nouvelles aventures, je dis oui, très volontiers. J'ai pas de photo de ce moment, mais c'était extrêmement authentique, comme diraient les guides touristiques. Il avait ses 7 litres de koumous journalier de ses juments qui étaient dans des bouteilles en plastique de Fanta avec des gros caractères en russe dessus. On a goûté ça. Il avait aussi préparé du beurre, du fromage, du petit pain, tout fait maison. Et c'était vraiment un très très beau moment de partage. Donc je regrette pas d'avoir failli me faire assassiner par des chevaux. Et merci le serin à front d'or évidemment pour m'avoir fait arrêter à ce moment-là. Et enfin, dernière petite série de photos. Ici, je voulais montrer des rapaces, mais pas dans n'importe quelle situation.
il y a un problème qui est très important dans beaucoup de républiques de l'ex-URSS et aussi en Afrique notamment, c'est les lignes électriques. Elles sont pas enfouies là-bas. Et dans des paysages désertiques où il y a très peu d'arbres, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre comme obstacle et certains ne les voient pas forcément. Donc on a un gros souci d'une part de décès par collision et par électrocution. Et les rapaces comme cette buse féroce en train de s'envoler et cet épervier ficra qui fait la pause, sûrement en train de guetter ses proies, bah, ils sont particulièrement vulnérables parce que la hauteur de vol, la faible manœuvrabilité, le fait d'avoir aussi la vision binoculaire, ça fait des caractéristiques anatomiques et comportementales qui les rendent plus à risque. On n'a encore pas beaucoup de chiffres, mais Jérémy travaille justement sur cette thématique en ce moment pour sensibiliser et pour montrer l'ampleur du problème. Parce que les rapaces au Kyrgyzstan, non seulement ils ont mauvaise réputation, les fermiers croient que les vautours vont leur bouffer leurs troupeaux, donc ils sont encore allés chasser à l'arbalète ou au fusil, voire les deux en même temps. Et on a beaucoup de mal à leur faire comprendre que le vautour, c'est nécrophage, il mange que les cadavres. Donc le mouton, s'il le mange, c'est qu'il était déjà mort. Mais c'est encore un petit peu difficile de faire entendre ceci. Et c'est un peu le même problème qu'on a ici sur des questions de réintroduction de loups, d'ours, de bétail qui se fait manger. C'est toujours des sujets qui sont très compliqués à aborder. Et donc ces rapaces là-bas sont particulièrement vulnérables à ces problèmes de ligne électrique. Mais pas que. On a beaucoup de problèmes quand on est un pays que je nommais du Sud global, c'est-à-dire notamment des pays d'Asie du Sud, des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, parce que c'est pas eux qui produisent le plus gros de la pollution au monde actuellement, mais c'est eux qui se prennent les conséquences de plein fouet. Donc le réchauffement climatique, depuis les 60 dernières années au niveau mondial, ça a été plus 0,6 degrés de moyenne annuelle. Et au Kyrgyzstan, par exemple, c'est carrément le double. Et ce sont des pays qui sont aussi souvent avec un climat, une géographie qui est moins favorable. Donc des gens qui sont en montagne, qui n'ont pas nécessairement accès à l'eau douce, des gens qui vivent dans le désert, avec les problèmes notamment de l'avancée du désert. C'est pas que dans le Sahara, ça arrive aussi là-bas. La fonte des glaciers qui va temporairement donner des inondations, mais une fois que tout aura fondu, bah, il y aura plus d'eau douce. Donc des problèmes de stress hydrique avec un grand conflit régional. Ça, si vous souhaitez qu'on en parle un petit peu après, j'ai beaucoup de ressources et de bibliographie là-dessus, sur les pays en ce temps et les pays d'Asie centrale en général qui se battent pour l'eau, parce que ça va être la cause d'une guerre sur trois à une guerre sur deux d'ici 2030. Donc l'accès à l'eau douce, c'est une thématique qui est très très actuelle. Et évidemment, le pays a le droit à son lot de catastrophes naturelles, donc beaucoup de glissements de terrain, d'éboulements. La principale autoroute du pays qui relie la capitale au sud, je me souviens, il y avait environ tous les 5-6 kilomètres des rochers, mais qui faisaient la moitié de la route, sauf qu'il y en avait 25 000, et des plus petits rochers autour. Donc on devait aller sur un chemin de cailloux sur 100 à 200 mètres pour contourner tout l'éboulement. Ça, c'était l'autoroute principale du pays. Celle où les policiers avaient d'ailleurs l'amende facile. Ils aimaient bien inventer les excès de vitesse, sauf que l'éboulement, toutes les bornes, on n'allait pas au-delà de 50 sur l'autoroute. Et en plus de tout ça, évidemment, des facteurs directs, comme je disais, la chasse, notamment aux rapaces, mais aussi les poules sauvages, donc les tétras, les gangas, les siraptes. Tout ça, ce sont des poules qui sont plus rares que ce que nous on a chez nous. Et malheureusement, qui sont encore chassées parce que c'est un repas assez prisé, vu que c'est un oiseau rare, forcément. Les lignes électriques dont on parlait, et les problèmes liés à l'urbanisation. Quand on est un pays en développement, on n'a pas envie d'avoir que des steppes, du désert et des paysans. On a aussi envie d'avoir des complexes hôteliers et parfois ils vont aller drainer, assécher les zones humides pour le développement industriel, économique du pays. Et les nouveaux défis qui arrivent depuis environ 10-15 ans dans ces pays à différents degrés, c'est le développement du tourisme. Ils sont pas habitués à voir des cyclistes en fluo en montagne, mais ça commence à venir. Des mecs qui font des rêves partis dans le désert aussi. Et donc le problème des guerres de l'eau, comme je disais, le Kyrgyzstan a la chance d'être en amont, proche des glaciers, proche de l'altitude. Mais si vous allez en Ouzbékistan, au Kazakhstan ou encore au Turkménistan, qui est pratiquement juste un désert, ce pays d'ailleurs, vous verrez qu'il y a une grande préoccupation parce que depuis les années 60, quand on a commencé à utiliser l'eau qui allait à la mer d'Aral pour faire le coton, eh bien, ça a complètement bousculé l'économie. On a décidé que la pêche, c'était fini, on allait faire le coton à la place. Et puis le coton, c'est devenu moins populaire et maintenant, beaucoup de gens se retrouvent sans emploi là-bas.
Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes pour un petit pays de 7 millions d'habitants. Et comme souvent, bah, ce sont les organisations non gouvernementales qui vont donner l'impulsion, la dynamique, et ensuite ça suivra peut-être plus ou moins bien, souvent moins. Donc depuis 10 ans environ, on a réussi à augmenter un tout petit peu la couverture forestière. Donc j'avais dit avant c'était 6%, maintenant on s'approche de 7. C'est toujours pas la gloire, mais on le fait à des endroits stratégiques. Donc par exemple un désert qui est en train d'avancer, on fait de l'agroforesterie et on empêche le désert de progresser et d'envahir par exemple des villages. On augmente aussi le nombre de zones protégées. Avant, c'était un demi-million d'hectares. Maintenant, on est à 1,5 million d'hectares. Et l'objectif, c'est qu'en 2040, ils arrivent à 10% de la surface du pays. Comparativement à la Belgique, c'est encore un petit peu moins bien, mais leur objectif est plus ambitieux que ce que nous, on a actuellement. Les organisations, elles vont aussi suivre des espèces particulièrement sensibles, notamment le vautour percnoptère, qu'on appelle aussi percnoptère d'Égypte. C'est le plus petit vautour qu'on trouve là-bas. C'est un joli vautour noir et blanc dont les juvéniles ont une caractéristique très sympa qui est de se couvrir de leur propre sel pour avoir la face plus foncée et je trouve ça très sympathique. Et aussi le développement de sciences participatives, donc former des guides ornithos, former des jeunes conservateurs de la biodiversité et aussi participer à des programmes comme l'application eBird qu'ils ont traduit en kirghize. Et pour ça, en fait, ils ont dû faire quelque chose de très sympa parce que le naturalisme, ça s'est beaucoup développé au 19e siècle. À cette époque-là, cette région était convoitée par les Anglais et les Russes. Donc, quand on a dû faire la taxo, bah, on s'est pas embêté à aller trouver des noms traditionnels que les anciens utilisaient pour nommer les oiseaux. On a pris le nom scientifique et le nom en russe. Donc il y a beaucoup d'oiseaux dont on connaît pas le nom kirghize. Donc ils se sont fait au début des trucs un petit peu genre grosses ailes rouges, petit bec jaune, et ils l'appellent comme ça en kirghize. C'est pas super scientifique, mais c'est ce qu'on a. Et donc ils travaillent à refaire toute une taxo avec des noms plus actualisés et une traduction en kirghize aussi dans l'idée de se réapproprier l'identité nationale. Un projet qui est très inspirant aussi, c'est celui de la réintroduction de la gazelle à goitre près du lac d'Issy-Coul, le tout grand lac qu'on a vu tout à l'heure. Elle avait complètement disparu à cause de la chasse, de la destruction de son habitat. Et depuis 2021, on a été en prendre à Boukhara, dans l'Ouzbékistan voisin. Ils les ont réintroduits dans une zone favorable. Elles sont surveillées H24 par des caméras. C'est un genre de télé-réalité pour gazelle à goitre avec l'objectif tout simplement que les chasseurs soient dissuadés de tirer dessus. Pour l'instant, ça marche. Ils en avaient une quinzaine au début et maintenant ils en rajoutent de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop d'endogamie, qu'ils se reproduisent trop entre elles et que leurs enfants choisissent de devenir radiologues ou que sais-je. Pardon. Et ça marche plutôt bien. Et c'est aussi une attraction touristique, forcément, puisque la gazelle à goitre, elle est très mignonne, très jolie. Donc, c'est un projet qui a plutôt du succès et également donc sensibiliser aux collisions avec les lignes électriques et l'électrocution, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Une dernière chose qu'ils font que je trouve très sympa, c'est qu'ils trouvent des solutions de manière cohérente et guidée par les personnes qui vivent vraiment dans les villages, qui sont sur place depuis des générations, et avec ce but au final de leur remettre les clés du devenir de ces organisations d'ici quelques années. Donc, moi, je suis pas très très fan de ce type d'intervention ou d'association où on va aller dans un pays leur dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, on a fait des études, faites-le, et on reste pour monitoriser, pour être un peu un surveillant, un peu paternaliste. Là, l'objectif, c'est vraiment de s'inspirer des pratiques agricoles, des pratiques pastorales ancestrales, de leur dire, voilà, nous, on pense qu'il faudrait faire comme ça. Et ensuite, ils s'approprient le développement, ils s'approprient l'expansion du projet. Donc, micro-réserve de biodiversité autour du lac Dissy-Coul, notamment à Akbouloun, où ils ont créé des guest house, ils ont développé l'artisanat local, ils ont aussi participé à l'emploi des femmes parce que c'est un pays où malheureusement encore actuellement, une femme sur trois dans les villages, elle a été kidnappée pour être mariée de force. Et donc la plupart s'arrêtent de travailler, s'occupent de la maison et des nombreux enfants. Donc leur permettre de trouver un emploi, de se rendre plus indépendant financièrement, c'est aussi une grande priorité. Et si vous voulez quelques petites ressources, là c'est le moment où je vous invite à faire des screenshots ou à noter les sites en question. Donc j'ai pris pour vous quelques sites super intéressants, notamment celui-là, si vous ne savez pas où faire une sortie ornitho en Belgique, en Espagne, en France, n'importe où en Europe, birdingplaces.eu.
C'est des sites d'observation avec une petite description. Ils vous disent comment y accéder, si c'est gratuit, c'est quand la meilleure période pour y aller, et surtout, le plus important, quelle espèce d'oiseau on va y voir. Le CRBPO, c'est pour ceux qui s'intéressent au bagage des oiseaux, donc le fait de leur poser des bagues, des émetteurs, des balises, pour les monitorer, comprendre les dynamiques de migration, l'essentiel de la population. Il y a beaucoup de ressources, des explications très intéressantes. Une base de données aussi Featherbase. Si vous trouvez une plume dans la forêt ou quelque part que vous n'avez aucune idée d'à quel oiseau elle appartient, il y a de très bonnes chances que la réponse se trouve sur ce site. Un autre site très sympa français qui est lorrain d'ailleurs comme moi, qui s'appelle oiseau.net. C'est une encyclopédie. Il y a une quantité d'informations sur les oiseaux qui est juste colossale. C'est vraiment une ressource très fiable et très intéressante si vous avez envie d'une info sur telle espèce d'oiseau, mais que Wikipédia est un petit peu maigre, ben, allez clairement sur oiseau.net. Il y a aussi beaucoup de photos d'ailleurs, très intéressant. Et si c'est pas trop l'observation, mais plutôt le chant qui vous tracasse, xenocanto.org, c'est la plus grande base de données au monde de tous les chants, cris d'oiseaux. Il y a aussi des mammifères, des reptiles, toutes sortes de choses, mais pour les oiseaux, c'est vraiment la référence. Et il y a des enregistrements sonores que vous pouvez écouter à votre guise. Il y a une version française, mais beaucoup de choses sont en anglais sur ce site. En termes d'applications, celle à avoir vraiment dans son téléphone, selon moi, il y en a plein possibles, mais les deux que j'utilise au quotidien, moi, c'est vraiment Merlin, d'une part, qui contient une fonctionnalité super utile, qui est un petit peu générée aussi par l'IA. C'est le Photo ID. Vous avez une photo d'oiseau, vous savez pas ce que c'est l'espèce. Vous avez essayé de faire comme on a dit avant, mais ça a quand même pas marché, vous savez pas ce que c'est, ou alors vous avez un doute. Et vous vous dites que lui sera plus expert que vous. Vous mettez la photo dans l'application et il vous donne l'espèce la plus probable. Ça marche pas à 100 000%, mais dans beaucoup de situations, pour l'avoir testé plein de fois, il est quand même assez fiable. Et il y a aussi le Sound ID. Celui-là, je l'utilise un petit peu trop, j'avoue. On prend le téléphone, on appuie sur le Sound ID, il va commencer à écouter tout ce qu'il y a autour de vous. Le mieux, c'est d'avoir un environnement assez calme quand même. Mais une fois qu'il a détecté le sonogramme, donc l'enregistrement, la signature sonore du cri ou du chant que vous êtes en train d'entendre, il va vous dire: ah oui, là j'entends un oiseau, puis il vous mettra l'espèce. S'il y en a plusieurs, il vous mettra toutes les espèces, les 10, 15, 20. Si vous êtes sur un hotspot dans une zone humide, il peut avoir une vingtaine d'espèces en quelques minutes, et donc lui va les entendre, et parfois il peut entendre deux en même temps, quand vous n'entendez que la plus évidente. Donc c'est un bon complément, je trouve. Et il y a aussi une fonctionnalité qui est la Lifer List pour répertorier tous les oiseaux que vous avez déjà vus. Donc c'est un genre de Pokédex, mais pour les oiseaux, avec des caractéristiques à chaque fois, des photos de la femelle, du juvénile, et toutes les infos qu'on peut trouver par exemple aussi sur oiseau.net. eBird, c'est un truc super pratique pour faire des listes sur le terrain. Vous allez pouvoir lister tous les oiseaux que vous allez observer pendant la sortie, les mettre en localisation. Et ça, dans le contexte de la science participative, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une idée. Admettons, le 8 avril à Liège, à la Beauvry, j'ai vu 500 bernards du Canada, les saloperies que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ça, c'est pas le plus intéressant. Mais si vous êtes en sortie sur un endroit pas très connu, vous l'uploadez. Et il y a beaucoup de scientifiques qui servent de ça pour comprendre qui est-ce qui migre à quel moment, quel type d'oiseau est où, qui est en train d'hiverner, la population est-elle en déclin ou en augmentation. Et c'est comme ça que nous, à notre échelle, on peut contribuer à offrir des données chiffrées sur les oiseaux, des informations qui serviront à des projets de plus grande ampleur. Et on voit ici, par exemple, la répartition du Milan noir qui a été faite grâce à toutes les observations faites sur eBird. Et ça, c'est l'exemple du sonogramme que je disais tout à l'heure, où on va entendre un oiseau, et ici, on a sa petite signature sonore. Donc, deux outils super pratiques que je conseille à tout le monde d'avoir en sortie ou à la maison. Et si vous voulez devenir des boss de l'ornithologie, bon, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais j'ai quelques petites recommandations de livres et de formations. Donc ça, c'est le guide ornitho, c'est celui qui est très utile pour identifier, connaître les familles, avoir des illustrations, des petites différences entre une espèce et l'autre. Mais là, il pourra vous montrer les choses vraiment très précises, très détaillées. Et vu que les oiseaux, c'est pas juste les identifier, mais que le comportement, la parade, la manière de s'alimenter, d'élever les jeunes, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Et pareil, on pourrait en faire des tonnes et des tonnes de cours là-dessus. Le comportement des oiseaux d'Europe, c'est vraiment la référence. C'est un énorme pavé, donc si vous vous ennuyez, ça peut être un livre de chevet pour un an minimum.
La formation de la LPO et de Natagora, c'est des Belges qui l'ont créée. C'est plusieurs packs où à chaque fois il y aura des vidéos avec des capsules de cours pour apprendre les chants, les différentes familles, les espèces, les différences entre elles, un petit peu de comportement aussi avec de l'éthologie. C'est payant, mais je trouve que c'est un investissement très sympa pour ceux qui veulent vraiment être à l'aise avec l'identification dans une première approche. C'est accessible même aux grands débutants. Ça explique aussi un petit peu la taxo. Et une chaîne YouTube qui s'appelle Apprenez-les tous. C'est des vidéos de 5-10 minutes où on va se focaliser sur, par exemple, les chouettes, les différences entre les chouettes qu'on peut trouver en France ou en Belgique, ou alors les chevaliers, ces petits limicoles qu'on avait vus tout à l'heure. Et à chaque fois, voilà, plusieurs espèces et les différences entre elles avec une petite intro au comportement. Et c'est des vidéos qui sont très sympas, très bien faites. Je vous les conseille. Et pour les amateurs de voyage parmi vous, je présentais très simplement en quelques mots donc la société Ornithologia qui est basée à Bichkek au Kyrgyzstan, fondée par mon ami Jérémy, qui contient maintenant pas mal de membres. Et comme vous le voyez, il y a une très bonne représentation des personnes kirghizes en fait et des femmes. Donc c'est une association qui est toujours en développement perpétuel, qui a plein de projets et qui est notamment impliquée dans celui de faire de l'agroforesterie pour remplacer un désert qui est en progression dans le nord du pays. Ils ont également un monitoring de beaucoup d'espèces sensibles et ils sont très très chouettes. Donc, si vous avez des questions, que vous souhaitez partir au Kyrgyzstan ou que vous vous intéressez à ces problématiques, je serais très contente d'en discuter avec vous. Et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été fulgurante alors. Je vais vite regarder si nos amis en ligne ont des questions quant à eux. Ouais, dis-moi. C'est une excellente question. Du coup, pour les personnes sur Teams, la question était pourquoi partir au Kyrgyzstan et pas ailleurs? Donc, moi, initialement, j'avais un intérêt pour l'Asie centrale qui me venait de mes lectures. Donc, j'avais lu notamment des livres de Sylvain Tesson, un écrivain voyageur français, mais aussi des livres de Joseph Kessel, qui était un reporter au XXe siècle, donc un petit peu plus ancien, mais qui a écrit de très beaux livres, entre autres sur l'Afghanistan. Et je trouvais que c'était une région qui était mystérieuse, encore relativement indomptée, avec beaucoup d'endroits où personne n'a jamais fait d'ornithologie de manière formelle jusqu'à présent. Donc, un endroit mystérieux, beaucoup de nature, peu de touristes. J'ai un petit peu d'agoraphobie, donc pour moi, ça me plaisait beaucoup, ces grands espaces. Donc, je me suis dit l'année dernière, je veux faire un voyage ornithologique pour faire du terrain, faire de l'affût, aller observer beaucoup d'espèces, y compris des que j'ai jamais pu voir en France. Et en Asie centrale, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, avec cette influence de la culture russe, de la culture turcique. Et à ce moment-là, j'ai juste tapé ornithologie Asie centrale et j'ai cherché des gens qui parlaient français ou anglais. C'était déjà pas gagné. Et quand je suis tombée sur Jérémy, j'ai contacté par email et je lui ai demandé ce serait possible de se faire 15 jours comme ça en pleine nature et aller voir tous les oiseaux qu'on peut et découvrir aussi les projets que vous menez sur place et les dangers justement qui se trouvent pour les oiseaux au Kyrgyzstan. Et ça a été un des plus beaux voyages de ma vie, honnêtement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, en termes de matériel purement photo ornitho, j'ai pris mes jumelles, forcément. C'est des jumelles de base de la LPO. J'ai pris mon appareil photo, c'est un Nikon Z6 avec un objectif Tamron 150-600, enfin, peu importe. Et donc, c'était assez minimaliste. J'avais aussi une tente avec un matelas de sol. J'avais un sac à dos style Deuter, comme les Allemands, ils ont dans le train parfois, vous voyez, quand ils vont à la randonnée. Donc mon gros sac à dos, du matelas, une petite pharmacie de poche forcément. Et pour les affûts, moi ce que j'aime beaucoup, c'est des tenues kaki, camouflage, brun. Quand on est plus dans le désert, un truc plutôt jaune, orangé comme ça, mais toujours pour se fondre dans le décor. Parfois même un petit bob kaki pour avoir vraiment des couleurs neutres qui vont pas flasher parce que les oiseaux, ils ont une vision excellente. Ils sont pas tous myopes comme nous, surtout en médecine, on est absolument tous myopes, c'est une catastrophe mais ils ont une bonne vision et donc la moindre tache de couleur ou le petit bruit que vous faites en craquant une branche en marchant, il y en a beaucoup qui vont le repérer, surtout ceux qui sont pas habitués à l'homme. Le pigeon, lui, ça le dérange pas, mais un oiseau qui a pas l'habitude, il va être facilement dérangé et il va s'envoler. Et là, non seulement nous, on n'a pas pu l'observer, mais en plus, lui, il est embêté alors que
peut-être qu'il est en train de se nourrir ou d'essayer de se reproduire, donc c'est toujours des nuisances qu'on essaye d'éviter. Autre chose de très important, c'est que je suis partie avec une grande quantité de café. Beaucoup, beaucoup. Et de thé noir. Ils boivent énormément de thé et quasiment pas d'eau d'ailleurs, c'était un petit peu déstabilisant ça. Ouais, je pense que j'ai pas pris, un matériel, très, avancé parce que sur place, Jérémy avait déjà les trépieds, par exemple, pour aller, faire des comptages au bord des lacs. Quand on a compté tous les tas d'ornes, à Châtillerault, par exemple, il fallait absolument un trépied, sinon les épaules, c'était fini. Et je pense qu'il avait aussi, un télescope, donc on en a pris un pour 2. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je pense que je vais pouvoir vous libérer. Vous allez je sais plus, il y avait quelque chose à boire de prévu ensuite? Ah! Voilà, vous libérez, mais d'abord vous désaltérez.